Aujourd'hui, dans À tout lire, nous recevons Philippe Prudhomme. Alors, professeur de français et d'histoire, mais pas que. Un vrai aventurier, vous allez le découvrir. C'est un plaisir, Philippe, de te recevoir sur notre plateau. Moi aussi, c'est un plaisir de venir chez vous, parce que, si tu me permets, je pourrais saluer tous mes élèves que j'ai eus ici, et les mamans maintenant, puisqu'elles sont mamans, et donc parler un peu de la culture polynésienne, à laquelle je suis très attaché. Ils seront sûrement très touchés. Et nous allons parler de ton livre, La malédiction de la tortue. Alors, de quoi ça parle ? Écoute, c'est le premier roman que j'ai écrit, le roman historique, que j'ai écrit quand j'ai décidé d'écrire, c'est-à-dire en 2008. Et j'avais un personnage fabuleux qui n'est pas connu, et d'ailleurs qui n'est toujours pas connu, et reconnu, c'est Aoturu, le premier Tahitien qui est parti en Europe sur le bateau de la Boudeuse de Bougainville pendant l'expédition autour du monde. Et ce jeune homme, qui était un prince originaire de Raiatea, et d'ailleurs je salue ses descendants parce qu'il en a encore, il y en a même en Calédonie, ce jeune homme était particulièrement amusant parce qu'il voulait en fait, je crois, rencontrer la jeune femme clandestine qui était sur l'autre bateau. Il avait entendu dire ça. Alors l'histoire se situe dans quelle période à peu près ? Ça se situe en 1768, au mois d'avril, il y a donc 253 ans. Il monte donc à bord et il veut pas. C'est lui qui découvre la clandestine du voyage, qui était la maîtresse du savant botaniste Commerson. Et au bout d'un moment, ils partent donc, ils quittent Tahiti pour rentrer en métropole. Et lui, ce qu'il voulait aussi, c'était aller à Raiatea, d'où il était originaire. Alors il demande au capitaine de faire route. Le capitaine refuse parce qu'il l'a pris en otage en fait. Il va ramener en France un bon sauvage. Tant pis pour lui, il s'est fait des illusions. Et donc tout au long du voyage, Bougainville et lui, ils vont copiner parce que Bougainville était un humaniste, un homme qui respectait les autres. Et d'ailleurs, il avait interdit sur le bateau qu'on prononce le mot sauvage en parlant du prince du Pacifique. Et donc, il a fait le tour du monde jusqu'à Paris. Et à Paris, donc, il a été accueilli comme le Messie, parce qu'on attendait le bon sauvage de Jean-Jacques Rousseau. Et en réalité, on s'est aperçu qu'il n'était peut-être pas le bon sauvage en question. Alors, une histoire rocambolesque, assez extraordinaire, d'époque. Oui. Mais pour faire un livre comme celui-là, Philippe, on est forcément un peu journaliste, un peu, j'ai dit aventurier, mais chercheur. Comment on construit un tel ouvrage ? Eh bien, d'abord, on a un peu d'imagination. Parce que la malédiction de la tortue, l'histoire de la tortue, c'est inventé complètement. Alors, ça commence avec le dépeçage d'une tortue sur la plage d'Itia. Et il assiste au dépeçage de la tortue qui met du sang partout, et la tortue le regarde et il a l'impression qu'elle lui envoie un sort. Mais effectivement, il a vécu un sort, ce monsieur. Et quand il meurt, on le jette à l'eau devant l'île de Madagascar, puisqu'il a été atteint de la variole, il y a une tortue qui accompagne son linceul dans le lagon. Quelle est la part d'interprétation par rapport aux faits historiques, puisque j'ai bien compris qu'il y avait de l'imaginaire, mais tu te bases quand même sur des faits réels? Alors, je me base sur les relations d'époque, exactement. Souvent, d'ailleurs, dans les publications de la Société des études océaniennes, tu as des documents qui sont très intéressants, mais qu'il faut remonter à des gens qui étaient là il y a 40 ans, il y a 50 ans. Ce temps de recherche, il dure combien de temps à peu près? Il t'a fallu combien de temps pour écrire ce roman? Je ne me souviens plus beaucoup, mais là j'en ai publié 4 des bouquins cette année. Maintenant je commence à avoir un peu le rythme, et j'en ai plein dans mes tiroirs, parce que c'est passionnant. C'est passionnant de découvrir. J'ai découvert que j'avais fait des erreurs aussi, par exemple dans un autre livre, il n'y a pas très longtemps, sur Bougainville aussi. En particulier sur la Pentecôte, c'est l'île de la Pentecôte. J'avais envie de publier un article justement disant que tout le monde se trompe, y compris les grands savants, parce que c'était un grand savant, ce monsieur. Alors, tu écris des livres sur le Covid, sur l'histoire, sur la politique. Il y a l'AIS, tu as parlé de l'AIS aussi, d'actualité, on le sait aujourd'hui sur le Fénois. Tu te situes comment? En observateur un petit peu de société? Tout à fait, mais ça, c'est mon atavisme de prof.
parce que j'ai besoin de transmettre, j'ai besoin de donner ce qu'on me donne ici. Moi, je suis de la culture polynésienne et du Pacifique, océanienne, qui donne reçoit. Partout où je suis passé, dans tous les villages les plus reculés de Salomon, j'ai toujours été accueilli et on m'a donné et j'ai voulu rendre ce qu'on m'a donné. Alors bien sûr, nous on a eu l'occasion de discuter un petit peu. J'ai dit aventurier tout à l'heure parce que tu n'as pas été qu'en Polynésie. Tu as écumé un petit peu le Pacifique. Juste un petit retour sur un focus sur cette histoire. Tout à fait. Il y avait même un proviseur quand je suis rentré en métropole, en purgatoire en quelque sorte, qui me présentait à mes collègues en disant « Voici, Monsieur Prudhomme, notre surfeur de l'administration. » Parce que Nouvelle-Calédonie, voilà. Port-Vila, Wallis et Tahiti. Mais j'ai également enseigné dans l'océan Indien, sur l'île d'où est reparti Aotearoa, le personnage de mon île. C'est pour ça que je connais tous les endroits où ils sont passés. C'est quand même agréable, parce que si tu peux situer le jardin de Pamplemousse à Port-Louis, à l'île de France, qui s'appelle aujourd'hui l'île Maurice, et tu parles en connaissance de cause. J'ai découvert par exemple que Bougainville, dans son bouquin, il baptise l'île de la Pentecôte. Bon, j'avais fait un article là dernièrement, et quand il arrive, il dit population agressive, il a besoin de refaire des victuailles et des fruits et du bois. Et les gens refusent. Il y a une hostilité vraiment importante. Mais si j'étais pas allé là-bas, dans cette île, si j'avais pas assisté au saut du Gaulle, le fameux saut à l'élastique, tu sais, que les gens pratiquent, je n'aurais pas pu découvrir que Bougainville se trompait. En réalité, c'était la saison d'abondance, la récolte des ignames. Pendant un mois, les gens, ils font la fête là-bas. Et pour féconder la terre, les chefs, hein, ou les enfants, les jeunes qu'on va initier pour les rendre hommes, font le saut avec une liane pendue à leurs pieds et ils fécondent la terre avec leur épaule. Et il n'y a jamais d'accident, ou rarement. Donc voilà. Et Bougainville, lui, il n'a pas compris ça. De même qu'il arrive un peu plus loin, dans une autre île, où là, il va pouvoir faire son approvisionnement, il l'appelle l'île des lépreux. Mais en fait, ce n'est pas des lépreux. C'est parce que c'est une île volcanique. Et ces gens-là ont été victimes d'éruptions, et même on déplace les populations. Là, il n'y a pas très longtemps, elle a été déplacée dans l'île d'à côté, parce qu'il y a une éruption, c'est un volcan très méchant. Et donc Bougainville se trompe. En fait, ce sont les pluies acides qui retombent sur la population. Ils ne pouvaient pas prendre un bateau à l'époque. Il y avait juste des petites pirogues. Ils ne pouvaient pas traverser. Donc ils ne pouvaient pas se sauver. Donc ils allaient de l'autre côté de la... Philippe, oui. On voit bien que tu es un passionné d'histoire. Oui. Selon toi, les Polynésiens le sont aussi. Est-ce que tu sens, d'ailleurs dans la jeune génération, cette recherche, cette envie de mieux comprendre, de mieux connaître son histoire ? Mais c'est évident. La résurrection de la langue tahitienne, c'est vraiment un besoin. C'est ce que j'écrivais il n'y a pas très longtemps. On sent, quand le Réo Tahiti a été interdit au XIXe siècle, on sent que les populations sont devenues tristes. Mais aujourd'hui, quand on voit toutes les manifestations, les danses, le Eva, le Ori Tahiti, etc., on s'aperçoit que c'est une explosion de bonheur. C'est tout un peuple qui revit, et qui revit parce qu'il a souffert auparavant de brimades. Et ces brimades, ils sont en train... c'est très bien, c'est comme en Bretagne, on voit bien la même chose. Alors on parle du Pacifique et tu en parles très bien, surtout tu l'as découvert à maintes reprises. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces populations du Pacifique et ces histoires que tu aimes raconter à travers tes livres ? Ce sont des insulaires, déjà. Et qui dit insulaire, dit des gens qui passent et qui repassent. Donc ça crée des cultures très particulières, parce qu'ils sont très souples. De même que beaucoup de gens ici parlent 4 langues, 3 langues, couramment. Ils les parlent bien, parce que je connais beaucoup de profs de français qui parlent l'anglais avec un sale accent. Mais ici, il est courant d'avoir, comme notre président, nos 2 présidents, Oscar et puis Gaston, ils passent de l'anglais au Réo Tahiti et au français indifféremment. C'est une gymnastique de l'esprit qui rend les gens intelligents, parce que c'est pas
Moi, j'ai été prof de français langue seconde. Je t'assure que faire marcher son cerveau, c'est quand même très important, même à 77 ans. Alors, malgré toutes ces découvertes, tu me l'as dit tout à l'heure en coulisses, un coup de cœur véritable pour la Polynésie et Tahiti, plus que pour les autres destinations du Pacifique. C'est évident, parce que les enfants que j'ai eus, j'ai noté, ils marchent à l'affectif. Et ma devise, c'est rien par force, tout par vertu. Et vertu, à l'époque, ça voulait dire courage, hein, ça voulait dire obstination, intelligence. Et ici, ça a marché très bien. J'ai eu les plus belles années de ma carrière. Voilà. Qu'est-ce qui fait encore courir Philippe pour écrire, pour être aussi prolifique, puisque tu nous parles de 4 ouvrages réalisés mais je veux temps. rendre à cette population, le bouquin dont on parlait aussi sur Pomaré, là, sur l'histoire du 19e, c'est un document que j'ai trouvé en Normandie, dont j'ai voulu faire profiter tout le monde. Et l'article que je suis en train d'écrire sur Bougainville et la langue tahitienne, je vais essayer de le promouvoir comme je peux. Peut-être que la SEO va l'accepter, ou quelqu'un d'autre. Eh bien, écoute, tu sais, ça passe très vite quand les gens sont passionnés comme tu l'es. C'est le moment de la lecture, c'est le petit moment de l'extrait de ce livre. Et oui, il faut qu'on rentre un petit peu dans le personnage et puis dans l'univers que tu nous as écrit. Ça se situe un mois après l'arrivée d'Aotourou à Paris. Et donc, comme on attendait un bon sauvage de Rousseau, il le présente dans un salon de scientifiques et d'académiciens chez l'ami du duc de Philippe Égalité, du duc d'Orléans. Voilà. Au souper, ils se rendirent chez Lacurne de Saint-Palais. Aotourou, à la grande surprise de tout, en montant les escaliers, s'arrêta émerveillé devant un majestueux tableau qui décorait le palier. Ouais, attends, on va le reprendre. C'est pas grave, on peut couper. Oui. Voilà. Je te laisse reprendre la lecture s'il y a eu une petite erreur de diction. Et comme ça, on le reprend. On peut couper, là, il n'y a pas de problème. Tu me dis, tu me fais le décompte, et puis tu reprends en disant... Au souper ou... Non, la première phrase, tu reprends ta première phrase. On recommence ça. Voilà. C'est pas grave, on va monter après, hein, d'accord 4. Au souper, ils se rendirent chez Lacurne de Saint-Palais. Aotourou, à la grande surprise de tous, en montant l'escalier, s'arrêta émerveillé devant un majestueux tableau qui décorait le palier et qui représentait les amours de Didon et Aîné. « Votre ami semble apprécier la peinture de M. Coypel, observa le maître des lieux. Je crois que le modèle lui rappelle la bien-aimée qu'il a laissée à Tahiti et à l'île de France, expliqua Bougainville. Aotourou ne va pas décrocher ce chef-d'œuvre quand même. Mais que fait-il donc demanda M. la Condamine. Aotourou, en effet, s'était figé devant la toile et, dans un geste sans équivoque, désignait ce qui, dans le tableau, était caché par une draperie, un petit voile, en répétant « Eros, Eros ». Il approcha et retira alternativement son doigt du chaste voile pudien. L'assistance médusée retenait son souffle et n'osait arrêter la pantomime du prince de peur de déclencher son courroux, ou celui de Dieu de l'amour qui hantait subitement les lieux. Mais voici plus singulier. Maintenant, il porte le bout de son doigt sur son nez et le promène d'une narine à l'autre. « C'est quand même un drôle de personnage, dit M. de Saint-Palais. » Aotourou posa son index sur la pointe de sa langue et fit d'abord un geste et une grimace de dégoût et de mépris. Puis il présenta de nouveau son doigt au tableau, le reporta à son nez et à sa bouche en criant « Mona, Mona ». Voilà en tout cas un bel extrait avec un peu d'espièglerie en tout cas sur ce texte. Voilà. Moi je voulais savoir si tu étais régulièrement invité par les écoles, pour pouvoir justement parler avec cette jeunesse polynésienne, à la fois de l'histoire mais en même temps des autres ouvrages que tu as. Oui, alors donc le premier chapitre de la première partie de ce livre a été récompensé en 2010. Et a servi de lecture aux élèves des classes de 6e, je crois. Voilà. Donc j'ai été très content pour ça. Philippe,
un regard d'aventurier, une fois de plus un invité passionnant dans À tout lire. Et puis nous on continue, la saison continue avec d'autres invités, d'autres rencontres et d'autres histoires. Et tout ça, c'est dans À tout lire.